Bien, donc il est 10h30, nous allons pouvoir débuter ce webinaire donc, autour de la protection du lin fibre. Donc, pour ce webinaire, vous aurez différents intervenants. Donc Cynthia Torres-Ias, ingénieure régionale en Normandie, Pauline Bréjon, chargée de mission lin, qui est basée aussi en Normandie, Benoît Normand, ingénieur régional, spécialiste protection du lin, qui est basé donc sur les Hauts-de-France, et donc moi-même, Yann Fodrops, animateur de la filière, qui va animer ce webinaire. Le programme pour ce webinaire est le suivant. On aura donc trois phases qui sont prévues. Une première donc autour de la gestion des altises, où Benoît Normand vous présentera les résultats acquis et les éléments à diffuser à ce moment-là. On prendra une séquence de réponses aux questions de 10 minutes à la fin de cette première intervention. Ensuite, un duo entre Cynthia et Pauline pour évoquer la gestion des adventices qui sera faite en deuxième partie de webinaire, et là aussi ensuite une séquence de réponses aux questions, et dernière séquence autour de la gestion des maladies et de l'averse, où Benoît interviendra pour présenter les résultats acquis cette année, et ensuite une dernière phase de réponse aux questions. Je vais directement laisser la parole à Benoît qui va vous présenter les éléments concernant la gestion des altises. Benoît, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons débuter ce webinaire avec la gestion des altises. Et pour commencer, vous avez ici le cycle de développement de l'altise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux générations d'altise au cours de l'année. Donc, une première génération, celle qui va nous intéresser le plus, puisque c'est celle qui peut potentiellement occasionner des dégâts sur les lins de printemps, notamment dès la levée jusqu'au stade 3-5 cm. Et ensuite, cette première génération donc va se reproduire et donc pondre durant le printemps, et ensuite va donner naissance à une deuxième génération au courant de l'été. Cette deuxième génération qui va entrer en diapause fin septembre, début octobre, donc ce qui peut expliquer pourquoi on a moins de dégâts d'altise sur les lins d'hiver, par exemple, puis rentrer dans une phase d'hivernation, et ainsi de suite. Donc le premier levier utilisé pour lutter contre les altises du lin, c'est l'agronomie. Donc on le répète tous les ans, mais c'est bien détruire ces résidus de culture, une préparation de sol homogène et non moteuse, semée dans un sol réchauffé pour favoriser une croissance rapide. Et bien sûr, dès la germination du lin, on va surveiller la présence de l'insecte jusqu'à un stade, un seuil du stade 3-5 cm, qui est le seuil où la sensibilité de la culture est élevée. Donc, semer dans un sol réchauffé pour favoriser une croissance rapide, important, comme le montre ce graphique, puisque vous avez ici la relation entre le pourcentage de plantes attaquées et le nombre de jours que la culture a mis pour atteindre le stade levé. Donc, on voit très clairement sur ce graphique que plus la culture mettra du temps à lever, plus elle sera exposée au risque d'attaque d'altise. Donc, c'est des données que l'on a pu collecter grâce au bulletin de santé du végétal, donc en pluriannuel, donc des données récoltées sur les régions Hauts-de-France et Normandie. On sait que certaines parcelles sont plus sujettes que d'autres aux attaques d'altise. Donc, on a initié des travaux, notamment grâce aux travaux d'un stagiaire qui est en mémoire de fin d'études, Clément Cailly pour pas le nommer, dès cette année, donc qui a constitué un réseau de parcelles dans deux zones de production différentes, donc sur le département de la Somme. Donc, une zone plutôt, on va dire, maritime, et une zone plutôt un peu plus continentale au nord d'Amiens. Donc ce réseau était constitué de 29 parcelles. Donc il a été suivi du semis jusqu'au stade 5 cm, donc qui correspond à la période à risque. Donc qu'est-ce qu'on entend par risque? Le risque dans une parcelle, ça va être à la fois la combinaison de l'abondance d'altise au sein de la parcelle, mais aussi des dégâts occasionnés. C'est ces deux facteurs, ces deux variables qui vont engendrer le risque à la parcelle.
Donc, première information que l'on a pu extraire de ce réseau de parcelles, c'est qu'il n'y a pas de différence, on n'a pas mis en évidence de différence entre les deux zones d'observation. Donc, que ce soit sur les dégâts ou sur l'abondance d'altise, dans les deux zones de prélèvement, on a les mêmes réponses à l'insecte. Donc, ce qui nous permet d'analyser les résultats sur l'ensemble des 29 parcelles du réseau. Donc, quelques premiers éléments de résultats. Donc, ici, vous avez la relation entre les altises et le lin fibre, autrement dit, entre l'abondance d'altise au sein des parcelles et les dégâts qu'on a pu observer sur la culture. Donc, ce qu'on voit assez nettement sur ce graphique, c'est que l'abondance d'altise qui est capturée dans les parcelles et l'intensité des dégâts qui sont observés dans ces mêmes parcelles sont finalement assez peu corrélés. Donc on voit qu'on a un coefficient de corrélation de 44%, c'est assez faible. Donc ce qui signifie simplement que c'est pas parce qu'on aura des parcelles dans lesquelles il y aura plus d'altise, enfin beaucoup d'altise, qu'elles seront forcément les plus attaquées. Il y a des parcelles qui seront plus attaquées alors que l'abondance d'altise dans cette parcelle est plus faible. Donc, ce qui nous amène à essayer de répondre à une question, hein, c'est de déterminer quels sont les facteurs qui finalement influencent le risque de nuisibilité des altises dans le lin. Donc pour ça, on a regardé plusieurs critères, donc les conditions climatiques, les critères environnementaux, les facteurs agronomiques, le stade de la culture. Bref, énormément d'observations ont été faites sur les parcelles du réseau d'observation, qui va nous permettre d'extraire des premières réponses, notamment au niveau de l'agronomie de la parcelle. Donc, parmi les premières réponses que l'on a pu mettre en évidence, donc ici vous avez des variables qui peuvent expliquer à la fois l'abondance d'altise dans les parcelles et à la fois les dégâts. Donc c'est la présence de mottes ou de résidus lors du semis. Donc on voit très clairement, et c'est vérifié à un seuil significatif de 15% au niveau des statistiques. Donc au niveau de l'abondance, la présence de mottes ou de résidus lors du semis favorise l'abondance des altises dans la parcelle, mais ça favorise également les dégâts. Donc, premier élément de réponse, donc au niveau de l'itinéraire technique, donc plutôt du semis. Et deux autres éléments de réponse, donc c'est au niveau de la parcelle, donc on a l'exposition de la parcelle, donc qui va plutôt jouer plutôt sur l'abondance. Donc on voit qu'une parcelle fermée, alors ce qu'on appelle par une parcelle fermée, c'est une parcelle qui va être entourée de haies, de bosquets ou d'autres infrastructures qui peut, entre guillemets, encercler la parcelle. Et une parcelle ouverte, au contraire, une parcelle en plein milieu de la plaine sans autre chose autour. Donc on voit très clairement qu'une parcelle fermée va favoriser l'abondance de l'altise, mais ça va pas forcément jouer sur les dégâts. Autre élément, c'est la texture du sol, donc qui elle va jouer sur les deux critères, donc à la fois sur l'abondance et les dégâts. Sur l'abondance, on voit que dans les terres les plus sableuses, on a un risque de plus élevé d'avoir des altises dans la parcelle, mais également du coup de dégâts. Mais sur les dégâts, par contre, on voit que les parcelles argileuses sont plus sujettes aux dégâts d'altise, donc ce qui peut être mis en relation avec la présence de mottes ici. On sait qu'on a plus souvent de mottes dans les parcelles argileuses plutôt que dans les parcelles de limon. Donc voilà pour les premiers éléments de réponse de ce réseau d'observation. D'autres éléments, donc c'est des essais qui vont être poursuivis au cours de cette campagne. D'autres éléments de réponse pourront être apportés les prochains mois. Si je passe en termes de lutte directe, donc je vous ai remis ici les solutions disponibles.
Donc bon, malheureusement, j'ai envie de dire, pas de solution nouvelle. C'est toujours toujours les mêmes depuis quelques années, hein. On a tout ce qui est cypermétrine, deltamétrine ou lambda-cialotrine, donc tout ce qui est pyrètre, qui sont toujours homologués pour lutter contre les actises. On a l'étofimprox avec le Trébon ou Hypercute. On a le Fosmet, donc qui est un organophosphoré avec le Boravi, et puis le tofluvalinate, le Maverick Flow, qui est également homologué sur Actise. Donc toutes ces spécialités sont des spécialités qui agissent par contact, donc c'est-à-dire qu'il leur faut des conditions bien spécifiques pour être efficace. Donc cette diapo, je la présente quasiment tous les ans, mais tous les ans il est nécessaire de le répéter. Pour que ce soit efficace, il faut évidemment, comme ce sont des produits de contact, que les actises soient présentes dans la parcelle, et puis éviter les risques de volatilisation du produit. Et pour cela, la meilleure période pour traiter, c'est le soir. Donc le soir, à la période du printemps, c'est plutôt fin d'après-midi, on va dire. Donc c'est là où les actises seront présentes dans la parcelle, et puis on diminuera le maximum le risque de volatilisation. Donc pour vous aider à prendre une décision, à intervenir ou pas, il existe une grille de décision. Bon, sans rentrer dans le détail, cette grille, elle prend en compte le niveau d'attaque, donc c'est-à-dire les dégâts, le niveau de population dans la parcelle, la météo et le stade de la culture. Donc en fonction de tous ces paramètres, on va décider ou non d'une intervention. Donc cette grille, vous pouvez la retrouver dans nos communications écrites, à choisir et décider, par exemple, disponible sur Internet. Donc je vous ai mis ici les résultats des essais de cette année, enfin en tout cas d'un essai de cette année, donc sur les efficacités, sur les dégâts par rapport aux témoins non traités. Donc c'est un essai qui a été réalisé dans l'Aisne, hein, à Forest exactement. Donc c'est vraiment les résultats 2021. Donc plusieurs choses ont été travaillées. Donc les spécialités, on va dire classiques, donc Karatéséon avec la lambda-cialotrine ou le Trébon, l'étofimprox. On n'a pas tout remis les spécialités qu'on connaît depuis des années. L'objectif était de chercher de nouvelles solutions, notamment de biocontrôle. Donc vous avez ici toute une liste de produits de biocontrôle qui sont testés à différentes doses. Donc là, l'objectif, c'était de tester en un seul passage l'efficacité des différentes stratégies. Donc ce qu'on remarque, c'est que les stratégies classiques, le karaté ou encore le Trébon, on a des efficacités habituelles, j'ai envie de dire, entre 60 et 70%. Donc les efficacités, je ne l'ai pas précisé, mais elles sont calculées sur les dégâts, donc en pourcentage par rapport aux témoins non traités, 8 jours après le traitement. Donc c'est des comptages de morsures qui sont réalisés. Donc c'est en nombre de morsures. Donc on voit que toutes les modalités, on présente une efficacité, donc on présente moins de morsures, y compris les produits de biocontrôle. Par contre, on remarque qu'on a beaucoup de variabilité avec ces produits de biocontrôle dans les micro-parcelles d'essai, ce qui signifie que c'est des produits qui sont moins stables, on va dire, à utiliser par rapport aux solutions classiques que l'on connaît aujourd'hui, qui présentent encore une efficacité intéressante malgré tout. Donc on a des pistes à travailler, qu'on va continuer à travailler, certainement d'une autre manière, en plus grande échelle, avec des spécialités de biocontrôle. Donc en conclusion sur les altises, donc on l'a dit, j'insiste sur le fait que c'est vraiment l'agronomie qui va jouer le plus sur l'intensité des attaques dans les parcelles. Donc c'est favoriser une levée rapide et homogène, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On surveille les parcelles toutes les 24 à 48 heures. Dès que le lin est en train de germer, c'est important d'y aller très régulièrement. En une journée, le jour où il y a une grosse attaque d'altise, il peut y avoir de très gros dégâts dans les parcelles. Et troisième point, on intervient si nécessaire en fonction de la grille de risque. Donc si on a un risque faible, évidemment, on n'intervient pas. Un risque plutôt moyen, on va intervenir avec une solution simple
à base de lambda-cyalotrine. Donc j'ai mis le caratéséon en tant que produit de référence, mais il en existe d'autres qui sont homologués. Et puis en cas de risque élevé, donc un risque fort, on peut utiliser l'étofimprox à pleine dose dès les premières attaques pour diminuer considérablement la population. On peut faire pas des associations, mais plutôt des relais avec une première intervention de caratéséon à 0,075 dès les premières attaques, puis revenir avec un Boravi qui lui aura une action choc moins importante, mais il y aura un peu plus de persistance quelques jours plus tard. Et puis le caratéséon en double application qui présente des efficacités assez intéressantes dans les situations où le risque est élevé. Merci Benoît, on va arrêter là pour cette phase sur les altises et donc je vais laisser la parole donc à Cynthia qui va présenter le début de l'intervention autour de la gestion des adventices. Hop. Alors, ok, donc pour commencer cette thématique sur la gestion des adventices, donc on vous a réactualisé le tableau de l'ensemble des solutions qui sont aujourd'hui disponibles pour pouvoir désherber les linières en cours de campagne. Donc, on a reprécisé les solutions de prélevé et de post-levé. Et donc, au niveau des actualités réglementaires, donc vous avez effectivement la disparition de l'emblème FLO, puisque donc fin d'utilisation de cette spécialité depuis le 17 septembre dernier. Et donc en revanche, vous avez l'apparition de l'allié SX, puisque cette spécialité vient d'être homologuée depuis le 7 septembre dernier sur la culture du lymphyte d'hiver et du lymphyte de printemps. Donc on vous propose justement par rapport à l'allié XX de revenir sur les résultats d'un essai qui a été conduit cette année sur le plateau du Neubourg dans l'Eure. Donc en fait dans cet essai on a testé différentes stratégies. Donc notamment de l'allié SX à la dose de 15 grammes par hectare qui correspond à la dose d'homologation pour le lymfibre d'hiver et à la dose de 25 grammes par hectare qui est la dose d'homologation pour le lymfibre de printemps. Et on a également testé l'allié à la dose de 15 grammes par hectare en association avec différents produits, donc notamment le Basagran, le Métis, le Lontrel et le Gratil. Et afin de pouvoir comparer les résultats de ces stratégies, on a également mis en place une modalité à base de shaker de 100 grammes par hectare. Pour cet essai, on a testé deux conduites différentes. Donc, on a eu une conduite où on n'avait pas de prélevé qui avait été mise en place et une conduite où, au préalable, on était intervenu avec du décano à la dose de 2 litres par hectare. Et donc, on a voulu regarder quelles avaient été, du coup, les notes de sélectivité qu'on a pu attribuer, donc 3 jours après l'application du produit, 7 jours après l'application du produit et 21 jours après l'application, sachant que donc le produit avait été appliqué au stade 10 cm du lymfibre. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que les différentes stratégies qu'on a mises en œuvre dans l'essai n'ont pas généré de problème de sélectivité par rapport à la culture du lymfibre de printemps. On a également voulu regarder en termes d'efficacité quels étaient les résultats du produit. Donc, il faut savoir que dans cet essai, on avait une très faible pression d'adventice. On retrouvait du kénopode et de la roche étalée, mais à une densité qui était très faible, de l'ordre de moins de 5 plantes par mètre carré. Et donc, sur ce graphique, on vous a représenté les notes d'efficacité. Donc, 100%, on considère que l'adventice a été complètement détruite par les stratégies mises en œuvre. 0%, elle n'a pas du tout été contrôlée. En bleu, vous avez les résultats d'efficacité obtenus avec la stratégie sans prélever. Et en orange, vous avez les notes d'efficacité obtenues avec la stratégie prélevée plus stratégie étudiée de post-levé. Et donc, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que quand on est sans prélevé, l'allié SX, donc aux différentes doses testées, permet d'avoir sur les fleurs adventices qu'on avait dans l'essai, une note d'efficacité comprise entre 78 et 80%. Et quand il est associé avec différents produits comme Métis, Lontrel ou Gratil, on obtient une note d'efficacité qui va être comprise entre 80 et 85%.
Le shaker, lui, il a 85%. Et ce qu'on voit globalement, c'est que pour l'ensemble des stratégies qui ont été mises en œuvre, dès lors qu'on va faire une prélevée au préalable, on obtient une efficacité qui va être accrue et qui va être proche des 100% d'efficacité. Donc là encore, ça confirme les préconisations qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, à savoir que plus on intervient tôt sur les adventistes dans les linéaires, mieux on arrive à les contrôler. On a également regardé en termes de stratégie de post-levée globale, quelles pouvaient être les notes de sélectivité et d'efficacité obtenues par ces stratégies. Donc pour ce faire, on avait deux essais, donc un qui était dans le Calvados à Revier et un qui était à Ramburelles dans la Somme. Et donc pour ces deux essais, on a testé différentes stratégies. Donc on avait du gratil en solo à la dose de 30 grammes par hectare, puis à la dose de 15 grammes par hectare, mais associé avec du Bazagran. On avait du Bazagran solo à la dose de 800 grammes par hectare et associé avec de l'actirobe et de l'actimum. On avait du shaker solo à la dose de 200 grammes par hectare, puis associé avec du Bazagran, du Fox solo à la dose de 0,5 litres hectare, du Métis en solo, donc soit la dose de 0,25, soit la dose de 0,4 litres par hectare, et puis du Métis associé avec du Bazagran, du shaker et du Fox. Et enfin, donc, on avait remis en place deux modalités d'alliés, donc une modalité d'allié à la dose de 25 grammes par hectare et une autre en association avec du gratil. Pour l'essai de Revier, on a appliqué les produits au stade 3 cm du lin et à Ramburelles dans la Somme au stade 7 cm. Quand on regarde les notes de sélectivité, donc là on est 3 jours après l'application des produits dans chacun des essais. Le point orange représente la note de sélectivité pour l'essai de la Somme, le point bleu les notes de sélectivité pour l'essai du Calvados et l'histogramme jaune représente la moyenne des notes de sélectivité des deux essais. Donc en fait ce qu'on peut voir ici, c'est que dans l'essai du Calvados, on avait une phytotoxicité observée avec la modalité Bazagran, Actirobe et Actimum. Et également dans l'essai de la Somme avec les modalités à base de Fox, donc Fox 0,5 litres en solo ou Métis plus Fox. Sachant que donc les notes de 3, donc l'échelle va de 0 à 10, quand on est à 0, on n'a pas de symptômes, quand on est à 10, la plante elle est morte, et quand on a une note de 3, on considère que les symptômes visuels observés au champ vont pénaliser les rendements de la culture. Quand on est à 7 jours après l'application, on voit que la phytotoxicité observée avec le Bazagran, Actirobe et Actimum dans le Calvados, elle a baissé. Donc, on a encore des symptômes, mais qui sont moins importants. Et puis, quand on est dans l'essai de la Somme, en revanche, on voit que les modalités à base de Fox sont toujours autant génératrices de symptômes de phytotoxicité. 21 jours après l'application, dans l'essai du Calvados, on n'a plus du tout de symptômes observés au champ. En revanche, dans l'essai de la Somme, on continue à observer des symptômes visuels importants avec les modalités à base de Fox. Quand on regarde les notes d'efficacité, donc là dans les essais, on avait du chardon, du coquelicot, de la pensée des champs, du renoué liseron et des repousses de colza. Donc le gratil, quand il est au solo, on voit qu'il fait plutôt bien le job par rapport aux adventices qui étaient présentes, si ce n'est qu'il a un spectre d'efficacité qui va être moyennement satisfaisant pour la pensée des champs. Et le fait d'associer le gratil avec du Bazagran, ça permet effectivement de pouvoir gagner en efficacité sur la pensée des champs, même si on reste quand même à un niveau qui n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Quand on regarde le Bazagran solo, donc là on voit effectivement pareil, il va avoir un très bon spectre d'efficacité sur l'ensemble des adventices présentes. On n'est pas encore à 100% sur la pensée des champs ou sur les repousses de colza. Et le fait d'associer du coup du shaker avec du Bazagran, eh bien ça permet de pouvoir atteindre les 100% d'efficacité sur les adventices qui étaient présentes. On voit que le shaker solo à 200 grammes hectare, il a déjà un très très bon spectre d'efficacité et qu'on est à quasi pratiquement 100% d'efficacité sur les adventices. Quand on regarde le Métis solo, on voit que le fait d'augmenter la dose de 0,25 litres hectare à 0,4 litres, ça permet d'améliorer le spectre d'efficacité de la stratégie. Il s'avère quand même néanmoins que la renouée des liserons et les repousses de colza restent moyennement gérées par le produit. Quand on l'associe avec d'autres produits, type Bazagran, shaker, Fox ou allié, donc on voit qu'avec le shaker et puis l'allié, on va avoir un spectre d'efficacité qui va être de quasi 100% sur l'ensemble des adventices. Pour le Fox, on voit que les repousses de colza vont être encore moyennement gérées par la stratégie. Et avec le Bazagran, on voit également que pour les repousses de colza et la pensée des champs, on a un spectre qui n'est pas encore à 100% d'efficacité.
Et puis enfin, donc l'Allier. Donc, quand on regarde l'Allier à 25 grammes par hectare en solo, on voit qu'il a déjà un très bon spectre d'efficacité. Le fait de diminuer sa dose et de l'associer avec du gratil permet de maintenir un niveau d'efficacité qui est très satisfaisant sur l'ensemble des adventices qui étaient présentes. Et quand on regarde le spectre d'efficacité du Fox en solo à 0,5 hectare, donc on voit bien qu'effectivement les repousses de colza n'arrivent pas à être bien gérées par le produit. Si maintenant on regarde les rendements, donc là on vous a représenté les écarts au rendement du témoin non traité. Donc en haut, le graphique représente les écarts pour les rendements en rues non battues et en bas les écarts pour le rendement en intayé. Donc on voit que pour le rendement en rues non battues, on varie entre moins 10 et plus 10% du témoin non traité. Et quand on regarde les analyses statistiques, on voit que dans l'essai de la Somme, on a un écart qui est significatif pour les modalités qui sont à base de Fox et donc qui sont complètement en cohérence avec les symptômes de phytotoxicité qu'on avait pu observer. Et puis pour le rendement en l'intayé, on voit également qu'on a une différence statistique pour l'essai de la Somme pour les modalités à base de Fox. On voit par contre que donc là le produit codé H0923, donc c'est le numéro qui était pour l'Allier. On voit que par contre cette stratégie-là n'a pas pénalisé les rendements puisqu'on est au même niveau d'un point de vue stat que le témoin non traité. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces stratégies? Donc en fait, par rapport à la spécialité Fox, la conclusion qu'on fait au bout de 2 années d'expérimentation, puisque la campagne 2021 était la 2e année d'expérimentation, c'est que Arvalis ne s'engagera pas dans des préconisations par rapport à cette spécialité pour la culture du lin fibre, puisqu'on a quand même souvent, généralement, un manque de sélectivité qui est repéré dans les essais et qui peut en plus être à l'origine de pertes de rendement. Donc, on n'ira pas sur des recommandations par rapport à ce produit-là. Par rapport à la spécialité Allier SX, donc simplement un rappel sur les recommandations à suivre pour maximiser l'efficacité du produit. Donc vraiment, comme c'est un produit qui fait partie de la famille des sulfonylurées, l'appliquer sur un lin qui est bien implanté et bien enraciné, qui n'a pas de problème effectivement d'échauffage. Également, donc intervenir lorsque des températures sont supérieures à 0 degrés Celsius et dans des conditions où les sols ne sont pas asphyxiés ou mal ressuyés. En termes de volume de bouillie, on préconise des volumes compris entre 100 à 300 litres par hectare. Si la cible d'adventice correspond à des vivaces, on peut augmenter le volume et plutôt le mettre entre 250 et 300 litres hectare. Et donc, on va pouvoir passer la parole à Pauline. Merci Cynthia. Effectivement, Pauline, si tu veux prendre le relais. Oui, c'est bon là. Hop. Alors du coup, moi je vais parler donc, du désherbage mécanique, essentiellement de la faisabilité de cette technique. Donc en fait, on va utiliser un modèle qui s'appelle le modèle JDispo, qui a été créé par Arvalis en partenariat avec Météo France, et dont l'objectif de l'outil est de calculer le nombre de jours disponibles pour du désherbage mécanique. Donc en gros, ce logiciel, sans rentrer dans les détails, va prendre en compte la météo locale, le développement de la plante, donc en faisant la prévision de biomasse pour une culture de printemps, le type de sol et l'outil utilisé. Donc, toutes ces données-là vont nous permettre de calculer le nombre de jours disponibles et également, donc selon ce qu'on veut faire de ce logiciel, le nombre d'hectares qui peuvent être travaillés. Donc là, en donnant des débits de chantier. Et donc, pour avoir un jour disponible dans une période, il faut que ça réponde à différents critères. Donc, que le sol soit suffisamment ressuyé pour éviter les phénomènes de compaction et les conditions après le passage d'outils, il faut qu'elles évitent le repiquage des adventices. Donc, notamment, pas de pluie 3 jours après le désherbage méca. Donc, ici, vous avez une sortie, en fait, de ce que peut nous donner le logiciel. Donc, vous avez en abscisse les mois par décade et en ordelé le nombre de jours disponibles. Vous avez ensuite 4 courbes. Donc, ces 4 courbes, en fait, ce sont des scénarios qui sont déterminés par la moyenne des 20 dernières années. Donc, c'est-à-dire qu'on a les données pédoclimatiques d'une station. Donc, ici, le graphe, pour information, c'est la station de Oisemont située dans la Somme, sur un sol limo-argileux. Et donc, la courbe bleue, par exemple, en fait, c'est le scénario le plus pessimiste. Dans le pire des cas, on aura ce nombre de jours disponibles.
La médiane, en fait, c'est que dans 80% des cas, je serai sur le scénario de la courbe rouge, pardon, le décile 2, 80% de chance d'être dans cette situation. La médiane, on est à 50% de chance d'être dans cette situation. Et le décile 8, donc la courbe violette, on est à 20% de chance d'être dans cette situation. Donc je vous ai remis en plus ces petits carrés, donc le carré bleu qui représente la période de fausse mie, puis en rose la période de désherbage en cours de culture. Donc les premières choses qui sont observées, c'est que avant le 1er mars, on ne peut pas, enfin on a très peu de créneaux disponibles pour venir passer du désherbage mécanique. Ensuite, vous voyez la courbe violette, elle indique qu'on peut avoir parfois 10 jours disponibles sur une même décade. Donc en fait, c'est qu'on est globalement dans une période de sécheresse. Dans ces conditions-là, les adventices, elles ne poussent pas et donc on ne vient pas passer avec son outil. Donc nous, imaginons, on veut qu'on ait 80% de chance d'être dans une situation, donc on prend le décile 2. Et si on regarde sur la période de fausse mie, finalement, on a entre 3 jours maximum disponibles sur une décade à 1 jour disponible. Ça reste faible. Et quand on regarde la période de désherbage en cours de culture, donc on est sur une période plus courte puisqu'elle dépend du stade du lin, et ben on a maximum 2 jours disponibles sur une décade à 1 jour. Donc ça reste également faible. Globalement, il y a une limite au désherbage mécanique, c'est qu'on est sur une culture de printemps, on n'a pas beaucoup de créneaux pour désherber. Les créneaux pour le fausse mie, en plus, il faut se rappeler qu'il faut un intervalle de 3 semaines entre le dernier fausse mie et le semis de la culture. Plus on va répéter le fausse mie, meilleur sera le désherbage. Après, pour la période de désherbage en cours de culture, il faut prendre en compte le stade du lin, puisqu'en dessous de 3 cm, on risque, le lin il n'est pas assez bien enraciné, on risque de créer des stress et de fragiliser le lin. Et puis au-dessus, on est au-dessus 15-20 cm, le lin commence à devenir grand. Et puis ça pose problème quand on passe avec une bineuse au niveau du GPS. Et enfin, le stade des adventices, si on prend le cas d'une herseterie ou même d'une houe, on est beaucoup moins efficace sur les adventices après le stade filament blanc, voire inefficace. Là, ça c'était le point pour le désherbage, le nombre de jours disponibles. Et maintenant, on va aller regarder un peu quelles sont les sources de variabilité de la réussite du désherbage mécanique. Donc très rapidement, ici, vous avez les résultats de la sélectivité de nos outils. Donc en fait, on regarde le peuplement avant désherbage mécanique, puis le peuplement après désherbage mécanique, et puis on en fait un pourcentage. Donc ce qu'il faut observer, c'est que là, vous avez les modalités en abscisse, et la sélectivité la sélectivité en abscisse et les modalités en ordonnée. Donc ce qu'il faut observer, c'est qu'on a des modalités qui sont très bonnes en termes de sélectivité. On a presque 90% dans certains cas de sélectivité. Et donc là, par exemple, si on a des modalités prélevées plus ou rotatives, on a 3 passages de houe dans lesquels on a une bonne sélectivité. Et à l'inverse, là, on a 2 passages de houe rotatives ou alors houe rotative plus herseterie, où on a une sélectivité qui est très faible. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que c'est pas l'outil qui va faire la sélectivité, mais c'est vraiment les conditions de passage. Donc voilà pour ce premier point sur la sélectivité. Par exemple, si on a une densité qui est importante, on risque aussi de diminuer plus fortement le nombre de pieds. Et ensuite, donc là, si on prend les résultats des efficacités sur les adventices, même graphique, sauf qu'on change. Là, on a toujours les modalités en ordonnée. En abscisse, c'est le pourcentage de destruction des adventices. Les points les points de couleur correspondent à différentes adventices. Et les barres bleues à la moyenne de la destruction sur l'ensemble de la parcelle, toute adventice confondue. Donc, ce qui est observé, c'est que on a des adventices sur lesquels c'est plus facile de venir, on a une meilleure destruction, donc c'est le cas de la mercurie à l'annuel et du sénesson commun, et d'autres où un passage, le désherbage mécanique ne suffit pas, notamment le chien-dent, la morelle noire, les renauds et l'hérison ou la véronique de Perse. Mais après, toutes ces destructions, elles sont très variables d'une situation à l'autre. Et donc, c'est encore vraiment très lié aux conditions du désherbage. Donc là, en fait, on vous a remis justement ces facteurs qui
qui font, qui modifient l'efficacité en fonction, l'efficacité des désherbages mécaniques. Donc vous avez en premier le type de mauvaises herbes. Globalement, on a, la herse, la houe et la bineuse vont être efficaces sur des dicotes. Quand sur des vivaces, voilà, ça va être compliqué d'avoir des stratégies de désherbage mécanique sur ces plantes. Ensuite, on a également le stade de développement des adventices. Donc, si on prend ces trois outils, finalement, la bineuse, elle va pouvoir passer sur des stades un peu plus tardifs des adventices, mais pas au-delà de 3 feuilles. Et la RC-tri et la rotative, voilà, vont demander des passages plus précoces, avec des passages avant une feuille. Donc, globalement, le désherbage mécanique, il est plus efficace sur les dicotes à un stade jeune des adventices et il ne permet pas de lutter efficacement contre les vivaces. Donc ensuite, si on continue, il y a le type et conditions du sol qui va également jouer. Donc quand on regarde en fait la bineuse, elle va demander des conditions d'avoir de meilleures conditions par rapport à la RCLAO qui, elles, sont moins exigeantes en termes de conditions d'utilisation, même si de toute manière vous avez un sol collant, il ne faut pas venir passer avec son outil. Et ensuite, le type de sol, à l'inverse, on est sur un outil, la bineuse, qui, elle, s'adapte plus à différents types de sols, tandis que la herse et la houe ont des limites, notamment sur les limons battants ou sur les sols argile limono-acide. Bon, globalement, ce qu'il faut, c'est avoir un sol sec, bien essuyé, non battant, finement préparé, bien nivelé, avec absence de cailloux ou de résidus de culture. Bien évidemment, ça, c'est le cas optimal. On sait bien qu'en plaine, les conditions, elles sont généralement pas toutes rassemblées pour notre désherbage méca. Bon, puis finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le désherbage mécanique, c'est possible. On va avoir peu de créneaux disponibles. Ça nécessite vraiment d'avoir de la disponibilité au niveau du matériel, notamment quand on est dans des CUMA, ça pose problème. Quand on n'a que 2 jours disponibles sur une période. Ensuite, je vous l'ai dit, l'efficacité du désherbage mécanique, elle dépend vraiment des conditions d'application. Ce qui fait que y a des années où ça va vraiment être compliqué d'avoir cette stratégie. Et donc, c'est vraiment à intégrer dans une démarche plus globale, une démarche à l'échelle du système, et non pas uniquement désherbage méca sur notre itinéraire de lin. Voilà, c'est bon pour moi. Merci Pauline. Je propose à Benoît de garder la parole pour la dernière phase de ce webinaire sur la gestion des maladies et la gestion de l'averse. Donc Benoît, c'est à toi. Oui, merci Yann. Donc je poursuis sur la dernière phase de ce webinaire, donc sur la gestion des maladies dans un premier temps, et ensuite on verra la gestion de l'averse, des problématiques très importantes cette année. Donc je vous ai remis ici dans une première diapo donc le contexte un petit peu de l'année, donc avec une première graphique en haut à gauche qui présente l'évolution de l'oïdium au cours de cette campagne. Donc la courbe bleue, c'est l'évolution de l'oïdium des données BSV du bulletin de santé végétale, donc Normandie Hauts-de-France. Donc la courbe bleue, c'est l'évolution de l'oïdium dans les parcelles observées en Normandie. La courbe rouge, c'est l'évolution de l'oïdium dans les parcelles observées en Hauts-de-France. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a une pression oïdium un peu plus forte et un peu plus précoce en Normandie. Mais aussi la particularité de l'année, et pour ceux qui étaient présents au webinaire de ce matin, Pauline est revenue dessus sur le fait qu'on a eu beaucoup d'observations de septoriose dans les parcelles cette année, dans différents lieux, mais également le fait marquant, c'est l'averse, hein, vous voyez sur les différentes photos qu'on vous a mis ici. Donc ici, vous avez la nuisibilité donc en lin-taillé, donc en quintaux hectares dans les différents essais qu'on a pu exploiter. Donc on a 6 essais mais qui ont été mis en place. On voit qu'on a une nuisibilité moyenne cette année de 6 quintaux hectares de lin-taillé. Donc c'est une nuisibilité assez importante, et notamment dans les essais de l'Eure, notamment Épreville près de Neubourg, l'essai de la Somme et l'essai du Calvados, où ça peut atteindre entre 8 et 9 quintaux de lin-taillé, donc entre 800 et 900 kg de fibres longues en termes de nuisibilité entre le témoin non traité. Donc quand on parle de nuisibilité, c'est l'écart entre le témoin non traité et les modalités qui sont traitées.
Donc on va revenir sur les résultats dans les diapos d'après. Un dernier point sur cette campagne, c'est qu'en termes de réglementation, donc vous avez vu qu'on avait eu une dérogation pour la campagne 2021 de la spécialité héliosoufre. Donc vous verrez que c'est une spécialité qui était beaucoup présente dans nos programmes fongicides que l'on a pu mettre en place. Et sachez qu'une nouvelle dérogation sera déposée pour la prochaine campagne. Donc, un premier point sur la réponse des stratégies fongicides, donc avec la réponse des stratégies plutôt classiques, on va dire. Dans un premier temps, donc c'est la synthèse de 6 essais 2021. Donc le graphique de gauche avec les bâtonnets verts représente les rendements en intaillé en pourcentage du témoin non traité. Sachant que la moyenne générale est de 18,2 quintaux hectare, des moyennes des 6 essais. Et le graphique de droite vous présente l'intensité d'oïdium notée à fin floraison. Donc c'est une note de 0 à 10, donc plus la note est élevée, plus il y a d'oïdium d'observer dans les parcelles. Donc les modalités, en quoi est-ce qu'elles consistent? C'est des modalités qui sont composées principalement à base de cyfluphénamide, donc avec le nisodium, de soufre avec l'héliosoufre et de prothioconazole avec le Joao. Donc on a notre modalité de référence, donc celle qui est régulièrement conseillée en termes de protection fongicide. Donc un premier passage de nisodium à 0,25 en T1. Donc je vous ai remis ici à quoi correspondaient les différents stades. Donc T1 c'est un stade à peu près 30-40 cm de la culture. T2 c'est 50-60 cm et le T3 c'est la préfloraison. Donc juste avant la floraison. Relayé le nisodium en T1, relayé avec un prothioconazole en T3. Donc cette stratégie comparée à différentes autres stratégies, notamment un héliosoufre en double passage, un nisodium associé à de l'héliosoufre en un seul passage, donc à 50-60 cm, et puis nisodium héliosoufre en T1, donc là on renforce vraiment le T1 qu'on vient relayer avec le prothioconazole juste avant la floraison. Donc dans la majorité des cas, on voit qu'on a une réponse de toutes les stratégies à l'oïdium. Donc on voit sur le graphique ici en bas à gauche, donc qui représente les rendements intaillés en pourcentage du témoin non traité en fonction de la note oïdium. Donc on voit que la note oïdium du témoin non traité ici est de 5 et toutes les stratégies testées sont des notes inférieures au témoin non traité et présentent des rendements supérieurs. Donc c'est ce qu'on voit ici. En revanche, on voit que toutes les modalités, malgré leurs mêmes efficacités, elles ont des efficacités, on va dire, égales sur l'oïdium, ne répondent pas forcément de la même manière en termes de rendement. Donc, on voit qu'il y a un impact de l'oïdium, mais effectivement pas que. On a vu c'était une année où on a eu une présence de septoriose assez marquée dans la plaine, et on l'a pu repérer aussi dans nos essais. Bon, on n'a pas 6 essais qui ont été concernés, on a 3 essais qui sont concernés en 2021, et on s'est intéressé à la relation entre les notes de septoriose donc qui ont été réalisées à maturité et le rendement en intaillé. Donc vous avez ici le même type de graphique que je viens de vous présenter. Donc la note septoriose 0,10 des différentes modalités et en ordonnée l'intaillé en pourcentage du témoin non traité. Donc on voit que sur certaines modalités, donc toutes les modalités n'étaient pas présentes dans les essais. Donc ces modalités-là qui étaient présentes, on voit que ce soit ici la référence, le nisodium à 0,25 relié avec le Joao, les 2 passages d'héliosoufre, nisodium héliosoufre ou les 3 passages d'héliosoufre ont permis de réduire la pression septoriose et de fait d'augmenter les rendements. Donc on a des stratégies qui ont une efficacité également sur septoriose en plus de leur efficacité sur oïdium. Si je reste sur la thématique septoriose, on s'intéresse à l'intérêt des traitements précoces qui visent plus particulièrement à lutter contre la septoriose. Donc ces modalités, on les avait dans 2 essais, dans l'essai du Neubourg et un dans l'essai du Calvados.
Donc deux types de traitements, deux positionnements, un traitement à 30-40 cm et un traitement avant floraison. Et on a ces deux spécialités ici qui visaient plus particulièrement la septoriose. On sait que la septoriose, les contaminations se font plutôt tôt au cours du cycle végétatif lorsqu'on a un printemps plutôt humide. Donc l'objectif était d'essayer de regarder l'efficacité de ces spécialités-là au cas où on aurait de la septose, qui a été le cas cette année. Même si la plateforme la plus impactée était celle d'Épreville près le Neubourg. Donc sur le graphique de gauche ici, vous avez le gain en quinto-hectare de l'intayé par rapport aux témoins non traités, donc les différentes stratégies fongicides. Et à droite, vous avez les notes d'intensité sur les maladies à fin floraison ou début maturité. Donc la note dans les témoins non traités, on avait la note de 4 en septoriose et de 6 en oïdium. Ce que l'on remarque, c'est que toutes les modalités permettent systématiquement un gain de rendement par rapport aux témoins non traités, malgré des efficacités sur oïdium équivalentes. Donc on remarque ici que les spécialités qui visaient la septoriose de manière précoce, et c'est d'autant plus vrai sur l'essai du Neubourg qui a été le plus touché par la septoriose, plus on a une note septoriose faible, donc ça concerne les spécialités avec les stratégies avec la spécialité Amistar-Gold, et ici c'est une spécialité sous numéro qui inclut une SDHI, sont efficaces sur la septoriose. Et plus on est efficace sur la septoriose, plus on a des modalités qui permettent un gain de rendement supérieur. Pas inintéressant, loin de là, c'est l'efficacité de l'héliosoufre également, qui permet une efficacité à la fois sur septoriose et oïdium, qui permet une régularité également des rendements. Donc on voit qu'on a un intérêt des spécialités Amistar-Gold et de la spécialité à base d'SDHI ici sur septoriose, une efficacité de l'héliosoufre sur septoriose qui reste à confirmer. C'est la première année depuis le temps qu'on évalue cette spécialité qu'on a de la septoriose. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner sur septoriose, ce qui n'est pas forcément étonnant, hein. Il est homologué sur septoriose en céréales. Il a prouvé son efficacité aussi en céréales, donc qu'on le retrouve efficace sur la septoriose du lin, c'est pas forcément surprenant. Autre volet sur cette thématique fongicide, on a regardé l'utilisation de leviers pour essayer de diminuer les interventions phytosanitaires en termes de lutte contre les maladies. Donc on a regardé l'intérêt d'utiliser des variétés tolérantes à l'oïdium. Donc on avait deux essais qui ont pu être mis en place, un dans l'Eure, un dans la Somme. Et on regarde ici le gain en quinto-hectare de l'intayé par rapport aux témoins non traités, donc de chaque variété. Donc en vert, vous avez le gain en intayé sur une variété sensible des différentes modalités qui ont été testées. Et en jaune, vous avez ce même gain en quinto-hectare, toujours de l'intayé, représenté pour les variétés tolérantes, pour les différentes stratégies. Donc sur la variété sensible, à noter que la moyenne des témoins non traités était de 14,2 quintaux, dans l'Eure 10,5 et dans la Somme 18 quintaux. Et sur la variété tolérante, on avait 18 quintaux sur le témoin non traité et 15,4 dans l'Eure et 20,6 à Ramburel dans la Somme. Donc, premier enseignement, c'est quand on regarde l'écart de rendement entre le témoin non traité de la variété tolérante et le rendement du témoin non traité de la variété sensible, on a un gain de presque 4 quintaux hectares. Ce qui veut dire que rien que le fait d'utiliser une variété tolérante, on peut aller chercher, de par sa tolérance, de l'efficacité du rendement, de par son efficacité sur l'oïdium. Donc on notera, autre chose à retenir, c'est que systématiquement, que ce soit sur la variété sensible ou la variété tolérante,
on a un gain de rendement quasi systématique, une réponse positive des applications fongicides. Donc, qui est quand même beaucoup plus marqué sur la variété sensible. Alors attention quand même au contexte 2021, puisqu'on avait présence de septoriose et également de verse. Donc, on a des variétés qui sont tolérantes uniquement à l'oïdium, ce qui peut expliquer, ce qui explique en tout cas la réponse systématiquement positive, on va dire, des stratégies fongicides sur les différentes variétés. Au regard de ce qu'on vient de voir dans les diapos d'avant, on a vu que les stratégies de référence et la stratégie basée avec de l'héliosoufre, on a de l'efficacité également sur septoriose. Donc la réponse positive des traitements peut s'expliquer également par l'efficacité sur septoriose, ce qu'on remarque encore ici avec les notations que je vous ai remis ici en bas à gauche. Donc une efficacité à la fois sur oïdium et une efficacité à la fois sur septoriose. Donc si je poursuis sur les pistes pour l'avenir, donc cette fois-ci on a essayé de combiner un petit peu les différents leviers. Donc là, en plus d'utiliser des variétés tolérantes, on a regardé quel serait l'intérêt du biocontrôle et des biostimulants appliqués à des stades précoces sur des variétés tolérantes. Donc, qu'est-ce que le fait de combiner tous ces leviers peut permettre d'avoir des potentiels de rendement préservés par rapport à ce qui se fait aujourd'hui classiquement. Donc, même type de graphique un petit peu ici, donc 2 essais, un dans l'Eure et un dans le Pas-de-Calais, le Quesnoy en Artois. Donc le graphique va présenter le gain en quinto-hectare de l'intayé par rapport aux témoins non traités des différentes stratégies. Dans le témoin non traité de la variété tolérante, on a 16,2 quintaux, et dans le témoin non traité de la variété sensible, on a 14,4 quintaux hectares. Donc on voit qu'avec la tolérance variétale permet là encore de gagner quelques quintaux. Le gain en quintaux hectares sur la variété sensible des différentes stratégies. Donc, on a toujours ici la stratégie de référence, donc Nissodium relié avec du Joao, donc qui répond très bien sur la variété sensible, donc puisqu'on gagne entre 2,5 et 3 quintaux sur la variété sensible. Et ensuite, on a testé d'autres stratégies, donc l'héliosoufre en 2 passages, que l'on a comparé à un soufre liquide. Donc c'est pas l'héliosoufre, mais c'est une autre formulation, c'est notre spécialité qui a été testée. Donc pour le comparer, on voit que ce soit l'héliosoufre ou un soufre liquide à formulation liquide a des efficacités à peu près équivalentes. Par contre, on a testé également le soufre solide, et ça on vous l'avait déjà présenté ces dernières années. Il y a un delta entre les formulations de soufre, entre les formulations solides et les formulations liquides qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, le but de ce protocole était de regarder des traitements précoces. Donc, quand je dis précoce, ici, c'est mon T0 qui est positionné à 10-20 cm. Donc, on met une spécialité de biocontrôle. On revient avec du soufre liquide juste avant la floraison. Le soufre solide, on rajoute un oligo positionné à 30-40 cm, donc pour comparer à la stratégie de soufre solide seul. Du biocontrôle avec du biostimulant, donc à des traitements très précoces. Donc le but, c'est d'essayer d'empêcher la maladie de s'installer. Et on relie avec un soufre en T3. Biocontrôle plus soufre liquide, qui permet d'apporter un petit complément selon les maladies observées. Donc celle-ci est à comparer avec double application de soufre liquide. L'association de biocontrôle, on voit ici sur la variété tolérante, ça permet un gain systématique. Si on regarde la même chose, mais sur la variété tolérante, on voit que les gains sont moins flagrants, si ce n'est peut-être sur l'application de soufre liquide ou d'héliosoufre et de la référence. Donc en conclusion, c'est qu'on a un effet de la tolérance variétale, plus 1,8 quintaux en faveur de la variété tolérante, encore une fois.
Toutes les stratégies apportent un gain de rendement, mais plus visible sur la variété sensible. Les stratégies de référence, elles, apportent un gain supérieur. Donc c'est ni sodium relié avec le Joao. Et le soufre solide, mais ça on le revérifie cette année, le soufre solide qui est inférieur au soufre liquide. Et une piste qui est à poursuivre, c'est l'association de biocontrôle biostimulant ou oligo, hein, ça peut être un oligo aussi, à des stades précoces pour essayer d'empêcher la maladie de s'installer. Dernier volet sur les maladies, c'est une question qu'on a pu se poser cette année, c'est l'impact d'une application tardive de fongicides. Donc là, on a pu mettre en place un protocole d'opportunité dans l'heure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué des fongicides, donc en l'occurrence la Mistar Gold, le Score et puis un fongicide régulateur qu'on est en train de travailler à un stade tardif, à mi-floraison, voire fin floraison. Donc vous avez la photo ici qui illustre l'état des parcelles au moment où on a appliqué les fongicides. Et ce qu'on retiendra, c'est que en termes de rendement, voilà, au vu de l'averse et les résultats, ça présente un peu de variabilité. Tout est dans le même groupe statistique, mais on a quand même un effet de la Mistar Gold notamment et des autres fongicides sur la septoriose quand il y a eu une notation 15 jours après, donc toujours sur une échelle 0-10, on voit que par rapport aux témoins non traités, ces spécialités ont permis de freiner, on va dire, la progression de la maladie. Par contre, on n'a pas observé d'effet vert ni de retard sur le ruissage, C'est pas étonnant en vue des doses qui ont été appliquées. Donc on a 0,5 d'Amistar, 0,35 de Score. C'est pas des doses importantes non plus qui ont été appliquées. On avait une autre modalité sur une situation beaucoup moins versée, beaucoup moins préoccupante que celle dans l'heure. Donc dans la Somme, on appliquait un Amistar Gold à 0,5 litres hectare juste avant la floraison, tout début flot. Et l'impact sur l'oïdium, on gagnait un point par rapport aux témoins non traités, donc c'est pas énorme. Par contre, on a un gain de 2 quintaux de l'intayé par rapport aux témoins non traités. Et là encore, on n'a pas observé de retard de maturité ni d'impact sur le ruissage. Donc je vous ai mis ici pour terminer sur les fongicides quelques exemples de programmes possibles. Donc sans rentrer dans les détails, ce sont des programmes qui sont constitués donc d'héliosoufre sous la réserve qu'une dérogation nous soit accordée en 2022. Donc ça c'est important à préciser. Sinon ce sont des spécialités, des stratégies assez classiques, donc prothioconazole, cyfluphénamine. Ça on change pas notre discours vis-à-vis de l'année qu'on vient d'avoir, en espérant qu'on n'ait pas une année comme ça encore l'année prochaine. Mais à retenir, c'est qu'en situation de risque de septoriose, donc j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment les situations, on a un début de cycle, début de végétation assez humide comme on a pu avoir cette année, suivi d'épisodes orageux. Donc la septoriose sur les reins, elle progresse de la même manière que la septoriose en céréales, hein. C'est-à-dire que plus il va pleuvoir, plus elle va monter d'étage en étage. Donc dans ce cas, si on juge qu'il y a un risque septoriose, une intervention avec une spécialité à base de diphénoconazole, donc le Score ou l'Invictus qui est également disponible, ou encore la Mistar Gold qui en plus du diphénoconazole contient strobilurine, en l'occurrence azoxystrobine, qui peut apporter un plus, on l'a vu sur septoriose. Mais c'est vraiment pas systématisé, vraiment à juger sur le risque de septoriose en début de cycle. J'en ai terminé sur les maladies. On prendra les questions juste après. Je poursuis sur la gestion de l'averse, donc grosse problématique de l'année également. Donc là, je vais vous présenter un essai qui a pu être mis en place cette année, donc sur différentes stratégies de régulation. Donc on a une première intervention qui est réalisée à 40-60 cm et une deuxième intervention donc qui est plutôt juste avant la floraison. Voilà, donc un témoin non traité, protocole habituel,
une première intervention avec pour lutter contre l'oïdium principalement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de Nissodium ou encore du Joao d'appliquer, auquel on associe parfois un régulateur, donc à des stades assez précoces. Hein. C'est pas dans les conseils habituels, mais cette année ça valait le coup de regarder ce que ça pouvait apporter. Donc le Nissodium associé à du Toprex qu'on vient relayer avec le Toprex Joao, quasiment systématiquement, ou avec du Carix Joao, où on fait varier la dose de Carix 0,6 ou 0,8. Ici, on a un produit sous numéro, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez ici un graphique qui représente la réponse des différentes modalités en fonction de l'intensité de la verse. Donc le rendement, vous avez le rendement à l'intérieur ici en ordonnée et les notes de verse 0,10, et on voit que plus les parcelles sont versées, plus les rendements sont faibles. On a quand même un delta qui va à presque de 9 quintaux entre le témoin non traité ici puis les meilleures modalités. Donc si on regarde un peu plus en détail donc de ce protocole, donc on a ici un graphique qui présente l'effet sur la hauteur et les rendements à l'intérieur, donc en quintaux hectares. Donc les traitements 50-60 préfloraison, je viens de vous les expliquer. Donc les bâtonnets verts représentent la hauteur, donc ils se lient avec l'échelle du haut. Et les rendements, donc ce sont les points orange qui sont présents, qui se lisent ici avec l'échelle du bas. Donc c'est les rendements taillés en quintaux hectares. Ce qu'on retiendra, c'est que toutes les modalités permettent systématiquement un gain de rendement. Maintenant, faire des différences entre les différentes modalités, honnêtement, on n'a pas eu d'enseignement supérieur, enfin davantage d'enseignement par rapport à ce qu'on pouvait déjà connaître, c'est-à-dire que en situation de risque verse, plus on va faire en sorte que notre gain verse le moins possible, plus on va préserver son rendement. En l'occurrence, il faut bien retenir quand même que aussi les régulateurs peuvent avoir un effet négatif si on les applique de manière systématique. Donc le Toprex à 0,1 litre et le Carix 0,8, l'effet sur la hauteur est plutôt équivalent, donc des produits, des spécialités équivalentes. Et on retiendra aussi que le Joao seul à 0,3 litres n'a pas forcément d'effet sur la hauteur. Donc j'en ai presque terminé. Donc pour bien évaluer le risque verse, vous avez à votre disposition, là encore dans nos communications écrites, une grille qui prend en compte plusieurs facteurs, le climat, le sol ou la plante, auquel on attribue une note de 0 à 3 selon différents paramètres. Et l'addition de ces notes va nous donner une note sur 9 qui va correspondre à un risque de la parcelle. Et quelques exemples de programmes possibles, donc sans les détailler, en fonction, les programmes sont réalisés en fonction du risque que l'on a évalué à la parcelle et en fonction du stade. Donc plus on aura des risques faibles, plus on aura des faibles doses, surtout à des stades précoces, et plus le risque va augmenter, plus on augmentera la dose. Et je vous laisserai regarder ces conseils, ces exemples de programmes qu'on peut préconiser. Et enfin, les interventions avec les régulateurs, pour moi, c'est le dernier recours. Donc ça, c'est important à retenir. Donc on a déjà montré que les régulateurs pouvaient pénaliser le rendement, au contraire. Donc le premier moyen de lutter contre la verse, c'est des leviers, là encore, un peu de pratique culturelle. Donc avec d'abord le choix variétal. On a vu ce matin dans le webinaire qui présentait les variétés qu'on avait des variétés plus ou moins tolérantes à la verse, qui étaient de préférence à positionner dans certains secteurs. La densité de semis, ne pas dépasser 1600 plantes mètres carrés. Plus on aura des parcelles qui seront denses, plus le risque verse sera important. Et enfin, le raisonnement de la fertilisation azotée. Donc, un excès d'azote va augmenter la biomasse. On le voit sur ce graphique ici, donc qui était une synthèse de 6 essais sur 3 ans. Donc, plus on va mettre d'azote, plus on va faire de la biomasse. Par contre, on fera moins de richesse et moins de rendement en intérieur. Et on exposera les parcelles à un risque verse plus important. J'en ai terminé, j'ai dépassé d'1 minute. J'en suis désolé. Merci Benoît. Je vais maintenant juste redonner quelques éléments, on va dire, d'informations générales. Sur les informations complémentaires, donc vous aurez, comme on l'a dit, donc un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube d'Arvalis concernant ces webinaires.
Ensuite, en termes de publication, on va dire papier ou écrite ou web. Donc, on a un document Choisir et décider qui reprend la synthèse des résultats 2021 et les préconisations pour 2022 qui seront, on va dire, publiés au courant de février 2022. Donc, ce document-là sera téléchargeable gratuitement, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années, sur notre site Arvalis. À noter aussi qu'en termes de communication, là plutôt papier, on avait édité déjà il y a 2 ans un guide de culture de poche qui reprend les synthèses des résultats variétés, les éléments concernant la protection des cultures avec les spectres d'efficacité des produits et donc un guide de culture ou des préconisations concernant les interventions, le cas échéant. Ce guide va être réactualisé aussi là pendant cette période hivernale et devrait être disponible, on va dire courant janvier. Donc il sera aussi un document de synthèse intéressant qui sera réactualisé. Dernier élément de communication générale, voilà, donc le 15 et 16 juin 2022, Arvalis organisera le salon technique L'Innovation, donc à Creville-la-Vieille dans l'Eure, à proximité de la station des Carnanville-la-Campagne. Donc un salon qui était initialement prévu en 2020 et qu'on a dû reporter pour cause de crise sanitaire. Voilà, donc un salon voilà, les conditions actuelles sont certes un peu délicates pour cet hiver, mais sur le printemps et l'été, on a toute confiance sur notre capacité à pouvoir organiser un événement comme celui-là. Les indicateurs étaient plutôt verts concernant la fréquentation et la fréquentation par les exposants ou par les visiteurs, la mobilisation de la filière pour cet événement en 2020, ce qui fait qu'on a d'ores et déjà pu anticiper le fait que 2 jours étaient possibles pour organiser cet événement en 2022. Donc on vous donne rendez-vous nombreux pour ce salon technique de plein air, l'innovation en Normandie, les 15 et 16 juin prochains. Vous aurez un certain nombre de communications seront faites dans les prochains temps pour mobiliser la fréquentation. On en arrive maintenant donc à la fin de ce webinaire. Je remets ici les contacts des personnes qui sont intervenues sur ce webinaire. Donc on a à chaque fois les coordonnées mail qui sont toujours les mêmes chez nous, la lettre du prénom, un point, le nom de famille @arvalis.fr. Donc n'hésitez pas à contacter les intervenants si vous avez des questions au cours de la campagne ou suite à ce webinaire. Donc on vous remercie pour votre participation.